Mesdames et messieurs, un pays qui possède d'immenses réserves de pétrole, de gaz, de minerais ou de diamants devrait logiquement pouvoir s'enrichir et se développer en finançant par exemple ses infrastructures et son système éducatif. En d'autres termes, la richesse en ressources naturelles devrait se traduire, devrait entraîner un développement économique. Pourtant, à travers l'histoire, on a vu se multiplier des contre-exemples, des situations paradoxales où l'abondance d'une ressource naturelle est devenue un frein plutôt qu'un moteur pour le développement du pays qui la possède. Il y a quelques semaines, en traduisant un article, je suis tombée sur l'expression « malédiction des ressources naturelles ». En tout cas, c'est comme ça que je l'ai traduite, c'est comme ça qu'elle est traduite en français, parce que la version originale est en anglais, on parle de « resource curse » et j'y reviendrai un peu plus tard. Or, en lisant le thème choisi pour cette séance, les ressources naturelles, ce concept m'est revenu à l'esprit, ce concept que j'ignorais, et je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de l'appliquer au cas du Venezuela, dont les États-Unis semblent plus que jamais convoiter les ressources pétrolières. Dans ce discours, je me propose donc d'illustrer ce concept de malédiction des ressources naturelles avec l'exemple du Venezuela, en me posant la question suivante. Comment un pays assis sur une telle richesse a-t-il pu connaître l'une des plus graves crises économiques et politiques du XXIe siècle? Pour commencer, un petit point d'économie. Je vais vous proposer 3 définitions et puis ensuite quelques facteurs d'explication économique et politique de la malédiction des ressources. 3 définitions pour commencer donc de concepts économiques. Le premier, je vous en ai déjà parlé, je l'ai introduit au début. La malédiction des ressources, en anglais « resource curse ». C'est une expression qui a été utilisée pour la première fois en 1993 par un économiste britannique. Je ne vous en donnerai pas le nom pour ne pas vous compliquer la tâche. Si ça vous intéresse, vous ferez vos petites recherches. Expression utilisée dans son ouvrage, publié en 1993, je vous l'ai dit, pour décrire les contre-performances économiques, politiques et sociales enregistrées par des pays en développement dotés d'abondantes ressources extractives. Il cite l'exemple du royaume de Castille qui a décliné au XVIe siècle alors qu'il exploitait les grandes richesses minières des colonies d'Amérique latine. Deuxième concept, celui du paradoxe de l'abondance. Là, en anglais, on parle de Paradox of Plenty, et c'est le titre en réalité d'un ouvrage publié en 1997, cette fois par une politologue américaine. Pareil, j'omets le nom. Cet ouvrage décrit le même phénomène et il explique le bouleversement qu'a représenté la création de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, puisque à partir de là, et pour la première fois dans l'histoire, les richesses pétrolières en l'occurrence ne seraient plus exploitées par des puissances étrangères, mais bénéficieraient en théorie aux pays producteurs eux-mêmes. Troisième concept, celui de syndrome hollandais. Et attention, là en anglais, on parle de Dutch disease. Dans les années 60, les Pays-Bas ont découvert de grands gisements de pétrole qui ont par la suite rendu ces exportations non pétrolières plus coûteuses et moins compétitives. Et donc, ce syndrome renvoie aux effets pervers que peut avoir une telle richesse en ressources naturelles. Passons maintenant à plusieurs facteurs d'explication qu'a mis en avant la littérature scientifique pour expliquer cette malédiction. Sur le plan économique, premier facteur, la dégradation des termes de l'échange. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les prix des ressources naturelles, du pétrole, augmentent moins vite, voire baissent, par rapport au prix des produits manufacturés que doivent importer les pays producteurs de pétrole. Donc, dégradation des termes de l'échange. C'est un autre concept économique. Deuxième facteur d'explication sur le plan économique, le taux de change qui augmente. Alors, comment ça fonctionne? Les exportations de
pétrole, encore, en l'occurrence, font entrer d'importantes quantités de devises dans le pays. Cela fait monter la valeur de la monnaie nationale, et ce, au détriment d'autres secteurs comme l'industrie ou l'agriculture, des secteurs qui deviennent alors moins compétitifs. On en revient ici au syndrome hollandais qui conduit progressivement à une dépendance excessive envers le secteur extractif, qui rapporte plus que les autres secteurs. Et on voit ainsi que cette exploitation du pétrole et les exportations de pétrole découragent la diversification de l'économie. Troisième facteur d'explication économique, la volatilité, la forte volatilité qu'entraîne la dépendance à une seule ressource naturelle. Et puis cette volatilité s'accompagne d'un fort degré d'incertitude dans le fonctionnement de l'économie. Quand les prix du pétrole sont élevés, tout va bien, le pays semble prospère, mais lorsque ces prix s'effondrent, alors c'est la crise. Facteur d'explication politique à présent. Les institutions démocratiques, parce que oui, les institutions démocratiques peuvent se trouver fragilisées par cette manne financière. Comment? Alors, deux facteurs ici, deux facteurs politiques. Le premier, c'est l'absence de système de taxation dans certains de ces pays. Alors, les revenus du pétrole atterrissent dans les caisses de l'État et le dissuadent en quelque sorte de prélever des impôts auprès de ses citoyens. Or, quand les gouvernants n'ont plus besoin de rendre des comptes aux contribuables pour financer leurs dépenses, les mécanismes de contrôle démocratique peuvent s'affaiblir, ce qui crée un climat institutionnel de corruption et de gaspillage. Deuxième facteur politique, la rente extractive est souvent utilisée dans une logique clientéliste pour décourager l'alternance des partis. Cette rente est distribuée aux groupes les plus influents quand elle n'est pas tout simplement accaparée par l'élite au pouvoir. Qu'en est-il maintenant du Venezuela? Comment est-ce qu'on peut utiliser cet exemple pour illustrer ce concept de malédiction des ressources? Le Venezuela, c'est le pays qui possède les plus importantes réserves prouvées de pétrole au monde, avec 17% de son PIB et plus de 60% de ses exportations qui dépendent de l'or noir. Petit retour en arrière pour planter le décor, pour mieux comprendre. Au début du XXe siècle, le Venezuela est un pays relativement pauvre. En 1922, il découvre d'importants gisements de pétrole qui transforment son destin. À partir des années 70, les prix du pétrole s'envolent. Le pays connaît un véritable âge d'or. Caracas se modernise, les investissements affluent. Le Venezuela apparaît comme l'un des pays les plus prospères d'Amérique latine. À cette époque, une petite anecdote, l'ancien ministre du pétrole, cofondateur de l'OPEP, met en garde contre le pétrole et contre la dépendance au pétrole qu'il surnomme l'excrément du diable. Et derrière cette formule provocatrice se cache son intuition profonde, à savoir qu'une richesse trop abondante risque de fragiliser l'économie et les institutions politiques plutôt que de les renforcer. Et c'est ensuite ce qu'on semble observer quand on regarde l'histoire du Venezuela. Au fil des décennies, le pays devient de plus en plus dépendant de sa rente pétrolière. Les revenus du pétrole permettent de financer les dépenses publiques, mais il décourage la diversification de l'économie. L'industrie, l'agriculture perdent en compétitivité et le Venezuela importe de plus en plus ce qu'il produisait lui-même auparavant. On en revient au syndrome hollandais. Et puis cette dépendance économique produit ensuite des effets politiques. Hugo Chavez arrive au pouvoir en 1999 et à ce moment-là, il bénéficie d'une nouvelle flambée des cours du pétrole. Le prix du baril passe d'une dizaine de dollars en 1999 à près de 150 dollars en 2008. Et grâce à cette manne exceptionnelle, Chavez finance de vastes programmes sociaux qui améliorent les conditions de vie de nombreux Vénézuéliens et lui assurent une forte popularité. Mais cette prospérité repose moins sur une économie diversifiée que sur la hausse continue des prix du pétrole.
Donc, les prix du pétrole augmentent, le Venezuela n'a pas besoin de diversifier son économie. Et tant que c'est le cas, tant que le pétrole rapporte, le système semble fonctionner. Le problème apparaît quand les prix du pétrole s'effondrent. C'est le cas à partir de 2014. Les recettes pétrolières chutent brutalement, les importations s'effondrent, les pénuries se multiplient, l'inflation explose et des millions de Vénézuéliens quittent le pays. La crise économique alimente alors la crise politique. Le pouvoir se concentre davantage entre les mains de Nicolás Maduro, qui succède à Chavez, tandis que les tensions avec l'opposition s'aggravent. Il semblerait donc que le Venezuela ait connu à la fois les deux dimensions de la malédiction des ressources. D'un côté, dimension économique, avec la dépendance au pétrole, l'effondrement de l'économie productive, et de l'autre, la dimension politique, avec la concentration du pouvoir autour de la distribution de la rente pétrolière. Pour conclure, le Venezuela nous rappelle qu'une richesse exceptionnelle peut devenir une faiblesse lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'institutions robustes, d'une économie diversifiée et d'une vision à long terme. Et c'est ainsi que de nombreux pays riches en ressources naturelles figurent parmi les plus pauvres au monde. Mais certains de ces pays ont su rompre, certains des pays riches en ressources naturelles ont su rompre avec cette malédiction et utiliser les matières premières pour soutenir la diversification de leur économie. Alors, parmi les antidotes à cette malédiction, on peut citer la transparence dans la gestion des ressources, la mise en place d'un système fiscal de redistribution, l'investissement dans des politiques publiques de qualité et une gestion prudente des ressources une gestion prudente des recettes dans l'intérêt aussi des générations futures. Je vous remercie.